Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Les stations de lavage de voitures font face à une situation complexe en raison de la sécheresse actuelle. Depuis plusieurs semaines, les restrictions d'eau strictes obligent de nombreuses stations à fermer temporairement leurs portes. Aux urnes, citadins, après plus de 10 ans d'attente, les élections municipales se tiendront enfin le 4 mai prochain. Le président de la République d'Aram Gokul a annoncé hier la dissolution des conseils municipaux des 5 villes. Un reportage à découvrir dans ce journal. Le phénomène de bullying est en hausse inquiétante dans les établissements scolaires. En seulement 2 mois, 147 cas ont été signalés, 59 dans les écoles primaires, 67 dans les collèges publics et 21 dans les établissements privés. Chiffre communiqué par le ministre de l'Éducation au Parlement aujourd'hui. Le bullying, un sujet que nous aborderons avec nos invités ce soir. À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, ce mardi, le ministre de l'Environnement a lancé un appel fort à la population face à la pollution plastique. Rajesh Bhagwan a rappelé que la lutte contre cette pollution ne peut être menée par les autorités seules et que chaque citoyen doit jouer un rôle actif pour préserver notre planète. Les stations de lavage de voitures sont confrontées à une situation difficile, cela en raison de la sécheresse qui touche actuellement le pays. Depuis plusieurs semaines, la pénurie d'eau impose des restrictions strictes sur son utilisation, obligeant de nombreuses stations à fermer temporairement leurs portes. Un reportage à Demi Mahomir et Anouk Doukia. Des réservoirs à moitié vides, des restrictions imposées et des travailleurs en détresse. Avec seulement 44% de remplissage, la sécheresse frappe durement Maurice, l'eau est rationnée et les stations de lavage sont à l'arrêt. Dans la capitale, nous avons rencontré ceux qui du jour au lendemain ont perdu leur gagne-pain. Kenneth, propriétaire d'un car wash, générait jusqu'à 150 000 roupies de revenus mensuels. Aujourd'hui, son activité est à l'arrêt. Face à cette situation, il demande aux autorités d'autoriser au moins 15 jours d'ouverture, un compromis, dit-il, pour couvrir ses charges et payer ses employés. Le gouvernement dit à nous, arrête de travail, pour nous supposer nous faire gaspillage de l'eau. On comprend là. Et moi, je n'ai aucun kit pour recycler ou pour ramasser de l'eau. Je ne sais pas si la pluie tombe. Moi, je service CWAM, je paye CWA tout. Il y a presque un mois qui est arrivé. Vous trouvez sur base là, même venir à un désert, et là non, il y a un corps qui travaille tous les jours ça. Nous si nous devons bien connaître qui peut arriver, parce que la fin du mois peut venir là. Nous devons connaître comment nous pouvons payer ça bande affaire là. Moi ma proposition me dire comme ça, au moins le gouvernement tu regarde ça, donne nous travail 15 jours, après là nous reposer. Nous mettons un coup. Tous les jours, on peut dire la pluie pour tomber, la pluie pour tomber, la pluie pour tomber, et quand la pluie peut tomber, la pluie peut tomber dans la mer. Pour moi. On va mettre 150 000 voilà. À quelques kilomètres de là, une entreprise familiale souffre encore plus. 14 personnes sont impactées. L'un des gérants nous explique. Pour anticiper la sécheresse, il a investi dans un système de récupération d'eau de pluie. Mais les tuyaux ne fonctionnent pas, l'argent est parti, l'eau aussi et l'espoir avec. Il y a environ à peu près 35 ans que ça a opéré. Nous disons qu'on a de l'eau, nous avons l'autre qui n'a pas de travail. Et ok, nous comprenons. Mais ça peut durer pendant un mois. Et là-dedans, nous faisons ressortir de Maurice, quand on a d'autres calamités, comme la mer n'a pas bon, BPC de recevoir une compensation. Les plantaires, quand il y a un mauvais temps, ils recevoir une compensation. Nous faisons les ventilateurs là, qui nous poussent, nous allons laver le dos. Si nous avons des gens qui sont animés, nous avons des familles qui nous ont nourris là-dedans. Mais là, puis après la fin du mois, nous ne pouvons pas recevoir rien. Et tant que nous ne pouvons pas gagner l'autre, nous ne pouvons pas gagner le travail, sinon il y a une amende de 100 000 roupies à payer. Et là-dedans, nous avons des ans en prison. Et puis, nous avons, ça fait qu'il n'y a pas pour nous permis, c'est cancel nous permis de travail. Nous avons une connexion, il y a bien longtemps, qui prend depuis des ondales, ils descendent, et ils viennent dans ce tank-là, ils remplissent. À partir de ce tank-là, qui nous fait nettoyage de tout. Mais les gens qui n'ont pas gagné le droit de service à tank de là, parce qu'il y a une connexion qui c'est CWA rentre là-dedans. Mais CWA a arrêté à prochaine hiver, il commence à prochaine 4h30, mais nous déjà fini remplir de la pluie. Ça nous donne une permission qui nous gagne de la pluie, qui nous gagne le droit de travail. Mais ça pas quoi courir nous qui nous gagne une permission, nous travaillons quand nous ramassons de la pluie. Oui, nous sommes contents, nous gagnons l'occasion, nous avons servi de la pluie, quand de la pluie a terminé, nous pas arrêter la même. Et comme ça, nous sommes capables de débrouiller toujours.
Et surtout, tant que la pluie va tomber, là, on va quitter qui le gouvernement va faire pour nous. Et puis il y a ceux qui, au-delà de la perte d'activité, doivent encore payer leur loyer à 25 000 roupies par mois. Ce père de famille loue son espace dans une station-service. Avec la fermeture, il perd jusqu'à 75 000 roupies par mois. Sans solution rapide, c'est son avenir qui est menacé. Pena de l'eau pour travail, pas de travail, mais la frais, mais la location, mais la travailler, payer, mais la du lot courant, mais la une famille pour guetter, mais pas capable de travail. Mais moi, il a fait guetter, mais oui, pas prendre compte. Je vais rentrer là. Et dans le travail, puis dans le travail, je vais bien payer Michel là. Mais quand on va gagner, si on ne va pas payer, Michel va rester moi. À 7 du lot courant. Si on va payer, on va une couper. Moi, mon budget, 75-80 000 roupies. Tous les mois, bien trouvé. Tous appellent les autorités à trouver un équilibre, gérer la crise sans condamner ceux qui en dépendent. L'eau est une ressource précieuse, mais pour ces entrepreneurs, c'est aussi leur survie qui est en jeu. Depuis 2010, 3500 Mauriciens quittent chaque année le pays. En 2020, environ 16% de la population active vivait à l'étranger. Maurice se classe 35e sur 160 pays les plus touchés par l'émigration. Aujourd'hui, plus de 182 000 Mauriciens résident principalement en France, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Afrique du Sud. Un sujet de Christina Villebrun-Lebon et Didier Rose. Depuis 2010, 3500 Mauriciens quittent le pays chaque année, un chiffre alarmant qui dépasse de loin les 1850 annoncés par Statistique Mauritius. En 2020, environ 16% de la population en âge de travailler vivait à l'étranger. Maurice se classe 35e sur 160 pays les plus touchés par l'émigration. En comparaison, la moyenne mondiale est de 3,6%. Aujourd'hui, plus de 182 000 Mauriciens vivent hors des frontières, principalement en France, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Afrique du Sud. Pourquoi quittent-ils? D'abord, les bas salaires. Après 3 ans d'études et 3 millions de roupies investis, un diplômé gagne souvent moins qu'une personne avec un simple HSC. Il faut jusqu'à 8 ans pour rentabiliser ses études, rendant le retour au pays peu attractif. Ensuite, le manque d'opportunités. La méritocratie est souvent mise à mal par les nominations politiques et le manque de perspectives. Face à cela, les jeunes talents se tournent vers des pays offrant de meilleures conditions de travail et de vie. Les conséquences sont lourdes. Une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, un ralentissement économique et une perte sèche pour Maurice qui finance une éducation gratuite sans en récolter les fruits. Pour inverser la tendance, il faut revoir la structure des salaires, encourager la méritocratie et offrir des incitations au retour. Sinon, Maurice continuera de voir ses talents partir et son avenir avec eux. Après plus d'une décennie d'attente, les élections municipales auront enfin lieu le 4 mai prochain. Le président de la République d'Aram Gokul a officiellement annoncé hier la dissolution des conseils municipaux des 5 villes. Les citadins se préparent avec enthousiasme à exercer leurs droits démocratiques. Un reportage signé Jean-Claude Dedan, Rajini Panchou et Elodie Domen. Dans les rues de Curepipe, la nouvelle est accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Véronique Larrubarbe, 75 ans, est soulagée. Bien tardé, mais c'est mal là pour nous. Gagner l'élection là. Vraiment là, pour moi, je suis content de l'opposition. C'est bien nécessaire parce que besoin ça. Et non, un petit changement léger, mais vrai changement, pas encore tombé. À quelques mètres de là, dans le marché de Curepipe, Féroz Kouwa, commerçante depuis des années, voit dans ce scrutin une opportunité pour le développement des villes. Pour l'opposition, on ne peut pas dire pas bon, normal, vous dire oui. Mais c'est vrai que côté municipal, pour municipal, il n'est pas pour la peine. Parce que qui fait, on dit pas pour la peine pour tout ça côté gouvernement. Parce que j'arrivais d'être posé pour faire l'opposition gagnant. Des fois, le demande l'argent pour faire apposer. Normal pour presque, pas pour donner. Vous dites pas là. Mais tandis que le gouvernement, pour le gouvernement, nous améliorer. Du côté de Vakwa Phoenix, Vivian Bignou, ancien marin, exprime une profonde désillusion. Oh, ce matin, moi je peux écouter à la radio pour un changement de mer.
Bon, dernièrement, nous trouvons un certain laxisme, un retard au ramassage banaudieux. Nous causons l'environnement, mais nous sommes toujours indisciplinés, ils pensent aux saletés, ils étaient dans le terrain à côté. Mon travail les 7 dernières années pour une compagnie de nettoyage, mais qui me trouve ça aberrant, qui dit monde encore indiscipliné. Enfin, le Mauricien est comme ça. Pour d'autres, le scrutin représente un espoir de renouveau. Banon Jiwon, marchande de glace à 4 bornes, l'affirme avec optimisme. Bien content à 4 bornes. Si nous avons quelque chose pour améliorer les bons enfants, pour grandir le monde dans la ville de 4 bornes. Par exemple, un peu jouer pour les enfants, non une affaire, dans le monde, les enfants viennent jouer, les grandir le monde, mais un peu bonnes affaires, préciser, poser. Le 4 mai, les électeurs auront enfin l'occasion de trancher, mais une question demeure, ces élections municipales marqueront-elles un véritable tournant pour les villes mauriciennes ou juste une formalité après une décennie d'attente? Le phénomène de bullying connaît une hausse inquiétante dans les établissements scolaires. 147 cas ont été signalés en 2 mois, 59 dans les écoles primaires, 67 cas dans les collèges publics et 21 dans les établissements privés. Cette information a été divulguée ce mardi par le ministre de l'Éducation. Mahen Ganga-Porsad répondait à la PNQ du leader de l'opposition, Jolé Jongor, à l'Assemblée nationale. Roukaya Korimbokus Rafik. Sur ces 147 cas, 59 ont été recensés dans les écoles primaires, 67 dans les collèges d'État et 21 dans des établissements privés. Autre constat alarmant, la consommation de drogue en milieu scolaire. Quels produits circulent? Comment ces substances atteignent-elles les élèves? Pour y faire face, le ministre annonce 14 mesures. We are going to set up an education council comprising of representatives of a wide cross-section of all education sectors to address the issue in a holistic manner and for alignment of actions developing consensus on a wide range of issues. 2. Institutional networking and collaborative partnership with several stakeholders such as police force, CDU, Brigade pour la protection de la famille. 3. Reinforcement of the student care and counseling desk in state secondary schools to provide necessary support to students facing emotional and other psychological problems with a view to promoting positive behavior through listening and supporting students and the training of educators involved in providing these services. 4. Placing a strong focus on value-based education and life skills in the school curriculum. 5. Reviving the inter-college competitions in collaboration with the Ministry of Youth and Sports, with the support of Honorable Nagalingam, thereby giving them a sense of purpose. This is what we are going to do, both ministries. 6. Helping pupils better manage their emotions through the implementation of the social and emotional well-being program. Des actions jugées prioritaires avant les assises de l'éducation en avril qui doivent poser les bases d'une stratégie durable. L'école doit rester un espace d'apprentissage et de sécurité, mais face à la montée de la violence et des drogues, les autorités doivent agir vite et efficacement. 2 Mexicains ont été arrêtés à Maurice avec une cargaison de cannabis d'une valeur de 32,5 millions de roupies. Arrivées le 14 mars dernier en provenance de Dubaï, elles ont été interpellées par la Customs Anti-Narcotics Section de la douane. Lors de l'intervention, 27 kilos d'herbes compressées ont été découverts dissimulés dans leur valise. Une saisie qui s'inscrit dans un contexte préoccupant puisqu'entre le 12 novembre 2024 et le 12 mars 2025, la police a enregistré un total de 1076 affaires liées à la drogue. Cette information a été révélée par le Premier ministre Navin Ramgoolam au Parlement ce mardi. Marc Pierre. 1076, c'est le nombre de cas liés à la drogue recensés entre le 12 novembre 2024 et le 12 mars 2025. Durant cette période, 942 personnes ont été arrêtées pour divers délits. Parmi elles, 460 sont poursuivies pour possession de drogue dangereuse, 433 pour trafic de drogue et 44 autres pour possession et trafic de drogue. Dans les prisons mauriciennes, la pression s'accentue. 2722 détenus, dont 1424 en détention préventive, 169 femmes sont actuellement incarcérées
intégrés à la prison des femmes, alors que le taux d'occupation des établissements pénitentiaires dépasse les 72%. Concernant le projet Safe City, également utilisé par la police, 4000 caméras intelligentes, 300 caméras dédiées au trafic et 9 centres de contrôle sont en place. Vimen Sabapathy a consigné une déposition pour complot au Central CID cet après-midi. Il est revenu sur son arrestation par la SST le 3 mai 2023. L'homme d'affaires a expliqué dans sa plainte que toute l'opération de son arrestation avait été filmée par l'ancienne policière Goumani et que ces images avaient été diffusées sur Télé+. Vimen Sabapathy avance qu'il a remarqué que son sac était plat lors de son arrivée dans les bureaux de la SST. Cependant, après que le sac a été emporté par le personnel de la SST et avant que la fouille ne soit effectuée, le sac semblait être complètement rempli. Il soupçonne que la drogue a été introduite dans son sac de manière intentionnelle. À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage observée ce mardi, le ministre de l'Environnement a lancé un appel fort à la population face à la pollution plastique. Lors d'une cérémonie organisée par PIM Limited, Rajesh Bhagwan a souligné que la lutte contre cette pollution ne peut être menée par les autorités seules et que chaque citoyen doit jouer un rôle actif. Amna Tasnim Madou. Des plages souillées, des rivières saturées de déchets. Face à la pollution plastique, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, appelle chacun à prendre ses responsabilités. Lors d'une cérémonie organisée par PIM Limited à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage 2025, il a rappelé une réalité. Nous avons besoin de changement dans le mindset de la population. Moi, mon message, besoin de changement. Nous ici, commence par nous, par les adultes, par les enfants, besoin que tout le monde nous mette des efforts pour que l'année prochaine, quand nous arrivons même les pauvres, nous trouvons un progrès, une réduction, nous avons plus pour faire recycler, nous avons moins de massicose, nous avons moins de stations de transfert, et là, nous assumons nos responsabilités. C'est une responsabilité, ça. Moi, je fais mon part, je ministère fait moi, je l'appelle à la population. La population bien fait ce pas, bien les parents éduquent les enfants, bien qu'on se passe eux-mêmes, et la police de l'environnement présent. On peut profiter pour dire, ça, la main nous était au pays là. Pas seulement vous étiez pour tasser et vous payez plus casse. Chaque année, des tonnes de déchets plastiques finissent dans nos écosystèmes, mettant en péril la faune, la flore et la santé publique. Recycler, réduire, réutiliser, des gestes simples mais essentiels pour éviter que ce fléau ne s'aggrave. La lutte contre la pollution plastique ne repose pas seulement sur les autorités, elle est l'affaire de tous. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas de Gaza a annoncé ce mardi un nouveau bilan de moins 413 morts dans les frappes israéliennes menées dans la nuit sur le territoire d'une violence sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier. Voyez plutôt. قصبوا الخيم فوق رؤوسهم عشان 17 الشهداء مرميين في الشوارع. يا شباب صحفيين مصورين يا جماعه بتاع الطريق كله احمر احمر على العنايه على العنايه انتوا شوف الثاني بس عن بعد يا صحافه هذا يوصل الملك على اكثر حد يشوف ابراهيم En France, la Fondation pour le logement des défavorisés, nouveau nom de la Fondation Abbé Pierre, a ouvert hier un nouveau chapitre, 8 mois après le tsunami provoqué par les accusations sexuelles visant son fondateur. Reportage de l'AFP.
Très bien. Merci. Ils apportent des réponses concrètes aux personnes mal logées. Mais si, dans 2 ans, par exemple... Merci encore d'être venu. Si vous avez encore un peu de temps pour déjeuner avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et puis... Regardez la maison qui, autrefois, était en quelque sorte le refuge. Notre message aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, la Fondation, elle change de nom, mais elle ne change pas de combat. Et l'urgence sociale, l'urgence sur le front du logement est telle que nous avons besoin de toute la société française pour mener ce digne et nécessaire combat contre le mal logement. Et on espère vraiment que cette clarification, avec ce changement de nom, on ne pouvait pas garder le nom Abbé Pierre, par respect pour les victimes, pour les bénévoles, les salariés, les militants, les sympathisants de la Fondation. Et beaucoup nous disaient, bah, nous on attend que vous changiez de nom pour vous soutenir de nouveau. Donc on verra bien. En tout cas, on a besoin de ce soutien pour pouvoir apporter des réponses concrètes sur le terrain aux personnes mal logées. Mais c'est une baisse que nous subissons aujourd'hui et on espère qu'elle va s'inverser. Mais c'est aussi un appel à changer nos politiques publiques. On est dans une situation extrêmement tendue. On n'a jamais aussi peu construit en France que depuis 30, 40 ans. On n'a jamais aussi peu construit de logements sociaux. On a les expulsions locatives qui sont au plus haut. Chaque soir, 7 000, 8 000 personnes, dont 2 000 enfants appellent le 115 parce qu'ils sont à la rue et on leur dit bah, c'est plein. L'hébergement d'urgence est saturé. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, vous le voyez sur ces images, des fossoyeurs creusant les tombes des 59 victimes de l'incendie d'une discothèque dans le cimetière de la petite ville de Kossani, en Macédoine du Nord. Des centaines d'étudiants ont participé à un hommage et les autorités qui soupçonnent que le club avait une fausse licence ont annoncé des arrestations à venir. 20h passées de 42 minutes, la suite après la pub. C'est un sujet qui était au cœur de la PNQ au Parlement aujourd'hui. Le bullying en milieu scolaire inquiète les autorités. Et pour en parler, ce soir, nous accueillons le Dr Vediyen Mounsami, Assistant Director Health and Wellness du ministère de l'Éducation, et Marjorie Ayen, consultante en anti-bullying. Dr Vediyen Mounsami, bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Alors, quelle est la principale mesure que le ministère peut mettre en place pour contrer le bullying en milieu scolaire? Alors, effectivement, le ministre est assez étendu là ce matin. Il y a énormément de choses. Il y a 14 mesures qui peuvent venir, dont nous pouvons faire il y a un renforcement de mon service de soutien qui nous est là au niveau du ministère, en l'occurrence de ban psychologues qui présentent, il y a une quarantaine de psychologues, mais aussi avec ban social worker qui travaillent. Nous aussi, on a une cellule d'écoute au niveau de chaque école qui nous appelle le Student Care and Counseling Desk, côté là, un enseignant qui a une formation là, pour écouter les enfants, venir de l'avant avec une doléance.
Et aussi, on a beaucoup de les autres mesures, l'Incos and Educational Council qui peut venir de l'avant pour discuter de bonnes affaires pertinentes à tout ce qui est relié au milieu scolaire. Mais c'est moi ce qui nous a bien comprendre, c'est que surtout ça concept de bullying là, il y a un sujet assez complexe et qu'il y a un sujet qui est quand même très répandu à travers le monde et qui a affecté des enfants de tout âge, surtout au niveau scolaire. Et très souvent, il y a un impact quand même assez important au niveau de leur performance, au niveau de l'école, mais aussi de leur bien-être psychosocial. Et dans Maurice, pareil comme dans les autres pays, nous peut traiter ce problème-là avec une certaine priorité, afin qu'il nous assure que l'environnement de l'apprentissage est sûr et qu'il est favorable. Nous bien comprendre aussi que dans Maurice, le bullying est quand même mentionné dans la loi de la Children's Act. Il est mentionné surtout qui définit comme un comportement qui est répétitif, qui est bien persistant et qui est intentionnellement cause du tort. Mais aussi qui implique un certain déséquilibre entre sa agresseur-là et sa victime-là. Que finalement, il crée un sentiment de désarroi, un sentiment de détresse, un sentiment de peur et peut-être même un certain manque de confiance chez les enfants. Et nous catégorise le bullying parce qu'il évolue avec les temps. Le bullying aujourd'hui, elle n'est pas limitée à une violence physique, à une violence verbale. Alors justement, nous pouvons étendre sur cette question. 147 cas en 2 mois, c'est quand même beaucoup. Alors, quel est un type de bullying qui est plus fréquent dans l'école? Alors, c'est surtout le bullying physique et verbal. Nous connaissons capable d'une interaction avec les enfants qui viennent un petit peu à la violence par la suite, mais aussi il y a un phénomène qui peut monter depuis quelque temps, c'est le phénomène du cyberharcèlement, cyberbullying, que les enfants aujourd'hui ont servi un médium qui digital pour qu'ils soient capables faire du tout, aux autres camarades, faire un commentaire, avoir des affaires qui ne sont pas nécessairement vraies et qui par la suite les causent un désarroi chez l'enfant qui est victime et au centre de ça l'attention-là. Et le cyberbullying, comme vous connaissez tout récemment, il y a le ministère de l'Information qui lance une campagne au niveau de sa cyberbullying aspect-là. Et quand même aussi, il rappelle aussi que cyberbullying est réprimé par la loi de la Cybercrime Act. Alors, reste avec nous, Dr Mounsami, Marjorie Ayen, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment un parent est capable de détecter si ses enfants peuvent souffrir de bullying? Oui, souvent, il y a des enfants, je ne pas pour dénoncer parce que je peux perdre une représailles. Donc, comment un parent qui est capable détecter? Il vous bien observer. Si, disons, les enfants-là, ils peuvent réplier. Disons, les bons enfants-là, ils peuvent bien bavard, mais là, les caves pas dans son assiette. Et puis, donc, les caves venaient tigger, tout ça, subitement. Sinon, disons, un enfant, ils mutilent, ils coupe, et aussi, peut-être l'enfant là, les caves, disons, ils ont une douleur. Ça veut dire peut-être qu'il y a des enfants qui battent, à ce moment, il n'est pas bien en ligne, seulement quand ils viennent à la maison, il va gagner une douleur musculaire, les cabines tombées, seulement les causes menties. Les poudres comme ça, les cabines glissées. Sinon, aussi, disons, ce ban plié, une vide, comme c'est une coquin, ce ban crayon de couleur, tout ça. Ou ça, quand on met loin un petit mot, dans ces enfants-là, pas de mots blessants, pas de mots vulgaires, insultants dans ces enfants-là. À ce moment, il y a d'autres signes encore. Par exemple, alors là, l'enfant qui est joyeux, qui replie lui-même. Oui, il a replié lui-même ou ça. Les caves, disons, s'il y a un cas de cyberharcèlement, à ce moment, les caves, disons, les caves un peu bizarres aussi, en ligne, disons, ils ne pas ligués du tout ce compte. Ou ça tout dans les pour cassette qui les peut faire comme ça. C'est un petit peu louche. Comme c'est juste dans le sens qu'il y a des affaires.
Alors, docteur Vedian Mounsami, nous pécose parents comment détecter, mais est-ce qu'au niveau des écoles, enseignants, vous êtes formés pour capable détecter un enfant qui est victime de bullying? Oui, effectivement, enfin, nous faisons plusieurs bonnes sessions de travail avec mon enseignant, c'est surtout le National Education Counseling Service, qui finit énormément de sessions de travail au niveau des chefs d'établissement, mais aussi des bonnes staff de l'école, pour qu'ils soient identifiés, ça m'a un signe qui, Madame Ayen, fait expliquer. Effectivement, il y a une isolation sociale, surtout qui est arrivée, et nous trouvons que ces enfants-là sont une performance académique. En général, ils commencent à baisser, ils commencent à séparer de souvent les autres camarades, ils parlent de causer. Et là, ce qui nous fait, nous essayons, comment dire, approche les enfants-là, donner un certain conseil. Et là, je salue le travail d'un enseignant qui parle au-delà de autres formations de pédagogue, mais aussi essayer d'approcher ça des enfants-là. Mais nous comprenons aussi ce qui ban enseignants, ban chefs d'établissement scolaire, que ce soit les psychologues aussi, ils ont une certaine quantité de travail qu'ils sont capables de faire, mais ce travail-là pas capable de limiter aux portes de l'école. Nous disons, il y a une responsabilité parentale qui vient aider là-dedans aussi, et un accompagnement pour qu'il soit cocon familial retrouvé. Très souvent, on a envie de dire qu'il ban victime de bullying, je disais, ban soutien, mais peut-être aussi possible qu'ils soient un agresseur là-même. C'est eux-mêmes, des enfants victimes d'une certaine violence, que ce soit dans un milieu familial ou local, ou bien c'est autour d'eux-mêmes, dans l'école même. Et nous disons, d'une bonne ancienne soutien, essayer de faire une intervention psychologique avec ça maintenant, pour qu'ils nous expliquent qui je peine à sa perversion de la réalité, parce que peut-être je ne peux pas réaliser, je peine à sa empathie là qui nous développe avec eux, pour qu'ils comprennent qu'ils sont capables de faire du tout à un autre enfant. Alors, on nous rappelle que Marjorie Ayen, elle est une consultante en anti-bullying. Alors, Marjorie, qui est capable de pousser un enfant à bully, à harceler un autre enfant? Bon, premièrement, il y a des enfants qui sont en souffrance. Hein? Peut-être une violence dans la case, il peut défouler. Il peut défouler sur son camarade. C'est un échappatoire. Comme s'il peut écraser les autres pour se sentir mieux. Hein? Et puis, les caves aussi, et puis après ça, les enfants, les autres influencés par d'autres camarades. S'ils sont partis dans ce groupe-là, peut-être ils sont partis pour faire ce qu'ils peuvent faire, ils sont partis pour bully tout seul. Peut-être les enfants-là, sont bons enfants, enfin, je veux dire, ils sont partis pour faire, mais en groupe, ils pour laisser influencer. Et puis, qui fait aussi, ils pour peur être rejetés du groupe. Et une autre raison aussi, bon, donc, une cause de violence à la maison, il va falloir commencer à la maison aussi. Il va falloir un enfant qui peut bully, il y a une persécution à la maison même. Il appelle ça sibling bullying. Ça veut dire, son frère, son sœur peut persécuter. Ça peut arriver. Comme ça. Et qui est un type de programme ou d'atelier ou recommandé pour capable venir en aide justement avant qu'il soit la victime, venir en aide à cet enfant qui peut bully un autre enfant? Moi, mon corps dit bien important mettre l'accent sur l'empathie. Hein? L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'une autre personne. Donc, les enfants-là, il y a souvent un problème, oui, mais il manque d'empathie. Parce que si n'a l'empathie, peut-être il est parti pour faire lui. Bon, il n'y a que l'empathie, bien sûr, mais c'est un élément. Hein? Et donc l'empathie, et puis aussi défouler. Permettre ça aux enfants qui persécutent les autres là, défouler. Parce que je n'ai pas une chose, je n'ai pas une souffrance, mais je ne faut pas tout intérioriser, ou ça défouler les autres, mais je défouler en pratiquant un sport. Ou ça faire une activité, mais je voulais défouler tout ça bien sorti. Hein? Et puis bien sûr, moi personnellement, tout en me refer to psychologist, ça c'est important aussi. L'écoute seulement les enfants là, encadrer là. Hein? Et puis quelque part aussi, bon, il faut aussi poser des limites à un enfant. Donc au niveau des écoles, il faut mettre des sanctions. Et puis aussi, parce qu'il y a la loi aussi, il y a la section 20, l'article 26 de la Children's Act. Donc, les enfants-là comprennent que, bon, il est vrai qu'il y a une souffrance, il y a tout ça là. Ah, peut-être il y a quelque chose aussi que, peut-être que les enfants-là, ils peuvent gagner bullying à la maison, ou ça dans
dans une autre école ou quand il est plus petit, il gagne harcèlement, peut-être. Mais il y a la loi. Il est bien qu'à respecter la loi. Parce que c'est comme ça. Hein? Donc, c'est... Alors là, nous tournons vers le docteur Mounsami, parce que sanction. Alors, est-ce qu'il y a une sanction pour les élèves qui peuvent bully ou harceler les autres prochains? Effectivement, Mélanie, en fait, nous avons deux volets qui nous habituent pour quand nous avons un cas de bullying. Nous avons le volet soutien, le volet psychologique, mais effectivement le volet disciplinaire qui vient par la suite. Donc, nous avons deux manuels qui nous servent. Un, c'est le Student Behavior Policy et le deuxième, c'est le School Management Manual. Effectivement, dans le Student Behavior Policy, c'est là que nous expliquons comment les enfants les bien comportent au niveau d'un établissement scolaire. Et par la suite, chef d'établissement sont capables d'être amenés à service en manuel là pour qu'ils soient capables de prendre une décision premières affaires si jamais il arrive une agression. Effectivement, pour un comité disciplinaire qui peut amener une enquête là et pour guetter quelle est la véracité des choses. Et par la suite, pour envoyer un rapport vers le recteur et le recteur, il pour prendre la décision qui sanction disciplinaire pour il est capable d'aller jusqu'à même la suspension de l'enfant au niveau de l'école. Ça peut durer pendant plusieurs jours. Et bien sûr, nous appelons les parents, nous pouvons faire les parents comprendre qu'il y a une situation qui est arrivée et que cette situation-là n'est pas tolérable si continuer comme ça. Parce que ces enfants-là, pour continuer comme ça, définitivement, là, ils peuvent se comporter à l'école d'une manière qui n'est pas correcte, comment ils peuvent se comporter en dehors de l'école, quand ils ont un cadre autoritaire. Nous disons qu'on voit que l'école, il représente quand même un échappatoire pour les enfants, mais il aussi représente une certaine l'autorité qui peut bien être présente tout au long de la vie des enfants. Et là, quand nous avons le harceleur, mais quand nous venons à la victime, une fois ici, nous entendons que c'est parfois l'enseignant qui est victime de bullying de la part des élèves. Alors, quel soutien nous capables de donner à la victime de bullying, qu'il soit enseignant ou même élève? Un phénomène qui est quand même assez inquiétant, hein, parce qu'il nous connaît que l'enseignant il représente quand même une certaine autorité, il représente quand même une certaine bienveillance aussi pour les enfants, et quand un enfant ou bien un étudiant il est capable n'est plus de comprendre sa balance qui vient entre une certaine autorité et que enfant-là ce comportement qui vient été, il est capable de déraper. Et nous avons gagné quelques cas que de mon enseignant malheureusement je gagne pas mal bullying, mais dans le cas de peut-être violence un petit peu plus. Et il est capable verbal, il est capable physique. Nous visons quand même l'enseignant, il visait un soutien qui est venu par la suite. Donc là, nous avons un psychologue au niveau du ministère de la Santé qui nous des a fini cause avec le ministère de la Santé là pour qui quand même si jamais nous avons un enseignant qui nous finit touché, je suis capable de gagner un soutien psychologique, mais l'enseignant aussi, si jamais il est violenté physiquement, il est capable d'aller à faire déposer une plainte au niveau de l'école, mais par la suite même à la police aussi, hein, s'il y a une senti qui se bat droit, il est capable d'approcher la police pour qu'il faire respecter ce droit. Mais par la suite, nous disons quand même reprend ses enfants, ça l'élève agresseur là, pour qu'il explique lui et refaire un bilan psychologique avec lui et donner sa soutien là pour faire lui comprendre qui c'est qu'il peut faire lui pas correct. Et bien sûr, encore une fois, nous pouvons besoin participation parentale. Les vrais qui disent qu'on le ministère de la Santé, j'ai envie de saluer aussi le travail qui nous fait en collaboration avec le ministère de Gender et à travers mais aussi des brigades de la famille qui fait un travail formidable avec nous bonnes social workers, qui allent sur le terrain, qui allent dans la case, qui allent encourager les parents et donnent une bonne tactique, comment pour capable gérer les enfants. Nous avons aussi un dernier phénomène, c'est qu'il nous appelle Child Beyond Control dans le passé, et maintenant il appelle Child with Serious Behavioral Concern, et ça avec la probation office sous le PMO, nous avons les autres protocoles qui mettent en place pour prendre ça aux enfants-là. Alors, Marjorie Ayen, comment nous venons en aide à une victime de bullying? Premièrement, dans l'école, un professeur, il écoute les enfants-là. Hein? Il pratique ce qu'on appelle de l'active listening. Donc, écoute les enfants-là, pas un dit comme ça, non, c'est qui te peut dire, moi, la bébé, pas grave, ça, un petit affaire, ça. Parfois, ça part d'une bonne intention, hein. Parfois, le professeur, il peut redracier aux enfants, là, mais il est maladroit.
il peut dire non, il va faire, mais ce qu'il peut faire, il pas valide, c'est qu'ils enfants là peuvent vivre, parce que les enfants là, ils pas se sentir en sécurité. Donc, cause aux enfants là, écoute les enfants là. Donc, il y a besoin d'informations au niveau de, au niveau de ça. C'est ce qui m'a fait aussi comme travail, c'est mettre l'accent sur l'active listening, l'empathie, comment causer avec les enfants là. Parce que moi aussi, dans le passé, mon petit professeur, mon témoin, mon affaire qui m'a réalisé qu'il y a un professeur de pas écouter un enfant, de pas causer avec un enfant. Donc, ça l'approche là. Et puis, bien sûr, il y a un protocole au niveau de l'école qui besoin faire quand il y a un cas. Hein, c'est pas là qu'il peut dire, mais il ne m'a pas connu, c'est pas là-bas, non. Donc, et puis, on fait remonter jusqu'à la direction, bien sûr. Et puis, référer à un psychologue. Tout le temps me dit, il n'est pas assez comme si, une fois par semaine, un psychologue une fois par semaine, ce n'est pas assez. Parfois, c'est par zone, ce n'est pas assez. Moi, je pensais moi, si je suis dans le terrain avant, mon petit professeur, donc, un psychologue, une fois par semaine, ce n'était pas assez. À ce moment, mais André, un psychologue, il disait faire partie du non-teaching staff. Hein, non-teaching staff. En permanence dans en permanence, okay. Voilà. Il disait attaché comme de haut. Hein? Donc, il est attaché avec une école, il est là tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que des cas de harcèlement. Mais il y a beaucoup de souffrance. Hein? Et donc, comment aider aussi? Donc, refer to psychologist. Et puis, parents aussi, le besoin comme si, voilà, comprend la souffrance des enfants. Parce qu'il n'y a pas de parents pareils. Je ne pas pour valider ce qu'ils enfants là peuvent vivre, je pour minimiser. Ça veut dire blâme les enfants là, je veux dire oui, tu ne provoques ça persécuté là. Alors, docteur Mounsami, nous fait cause de protocole, justement. Alors, premier aspect, est-ce qu'il y a assez de psychologues pour toutes les écoles? Bon, Mélanie, nous avons, sous le National Education Counseling Service, la NECS, nous avons une quarantaine de psychologues qui occupent plusieurs écoles, donc des écoles primaires et des écoles secondaires aussi. Mais nous avons aussi une vingtaine de social workers qui travaillent aussi avec nous. Livré qui c'est énormément de travail pour un psychologue parce qu'ils ont fait beaucoup de travail, mais ils ont intervenu, ils ont collaboré énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont en discussion en ce moment au niveau du ministère. Pas pour avancement un petit peu trop beaucoup là, mais il y a beaucoup de mesures qui nous finissent discuter tout récemment, et surtout avec les assises de l'éducation qui peuvent venir bientôt. Il y a beaucoup de propositions qui vont être faites. Donc, reste à shoot, pour il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de l'avant bientôt. Et quand nous cause de protocole aussi, alors deuxième aspect, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est bien défini, qui est en place pour tout signalement, peut-être même anonyme, de la part des élèves? Alors, effectivement, il y a dans le School Management Manual une sorte d'algorithme, une fois qu'il y a un cas de violence, qui banne, une violence qui vient signaler, qui banne mesures à prendre au niveau de l'école et de l'administration de l'école. Mais comme on nous dit, effectivement, il y a sa Student Care and Counseling Desk qui est existant, et que l'enfant peut aller approcher des enseignants qui sont été formés et qui ont une certaine, peut-être, une plus meilleure fois ou peut-être une proximité avec mes enfants. Ça ban enseignant-là, donc je suis capable d'être la porte d'ouverture pour ces enfants-là, que je cas transmettre cette condoléance et là, je cas amène sa condoléance soit vers l'administration de l'école, soit aussi vers un psychologue pour demander un psychologue certaines aides ou bien tout simplement référer le cas vers les psychologues. Alors, une dernière question, docteur Mounsami, la même question qui nous pose après à Marjorie Ayen. Alors, quelle est l'importance justement d'une collaboration société civile, parents, enseignants, ministère pour combattre le bullying? Il est absolument essentiel.
est absolument essentiel. Les vrais qui nous finissent dès le début de l'année, commence une consultation avec plusieurs stakeholders. Nous tenons un meeting chat par le ministre lui-même. Cotlitine amène plusieurs acteurs de la société, de plusieurs ministères, de plusieurs agences, de la police, mais aussi des autres agents de l'éducation, de la CEDEC, de la PSEA, et nous finissons cause beaucoup de choses pour voir quelles sont les mesures qui nous amènent de l'avant. Et grâce à cette recommandation qui nous a gagné au niveau de sa réunion-là, nous sommes capables d'aller de l'avant avec les assises en premier et par la suite, avoir les autres recommandations vers plusieurs mesures qui vont venir après. Mais ce qui est très important aussi, c'est que sa collaboration-là permet nous qu'il nous ait une sorte de force tracking et de meilleure prise en charge holistique et globale pour ces enfants-là. Mais un acteur essentiel là-dedans, c'est effectivement, comme Mme Ayang Indiali dit ici, c'est la participation parentale, la responsabilité parentale, qu'on aussi mettre certaines barrières, faire que les enfants-là comprennent qu'ils ne se comportent pas correct en lui donnant des sanctions, mais en lui donnant aussi certaines recommandations, comment pour comporter correctement. Marjorie Ayen. Oui, donc la lutte contre le harcèlement, c'est l'affaire de tout le monde, ça, hein, de tous les stakeholders, donc ça veut dire enfants, élèves, la direction, les teaching staff, non-teaching staff, les parents, tout le monde. C'est pas comme si juste victime là, une victime de ça, c'est-à-dire l'équipe concernée, et puis bouli là, et puis parents là, un petit peu parents, un petit peu. Non, c'est tout le monde. Hein? Parce que si chacun comme si assume ce part de responsabilité, tackle ça, chacun fait ses efforts, il pour un grand pas. Hein? Il pour un grand pas parce que il vraiment, enfin, je veux dire, bullying, c'est pas comme si pour un zéro cas, on ne peut pas dire ça, mais si chacun travaille dans sa direction-là, il faut bien diminuer. Comme, je veux dire que si l'enfant est bien encadré, et puis chacun, comme si au niveau de la prévention, nous fait un travail de prévention régulier, hein? Faire régulièrement travail de prévention, de sensibilisation, ramène ça sur le tapis, surtout quand il y a de nouveaux cas, faire tout ça régulièrement, petit à petit. Définitivement, il peut y avoir bon résultat. Oui, résultat, effectivement. Marjorie Ayen, Dr Vediane Mounsami, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Merci et bonne soirée. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.